Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Débat de société, nous allons vous parler des droits de l'homme à Djibouti. Nous avons fait récemment une émission avec Maître Alexis Dessoif, vice-président des FIDH, sur ce même thème, suite à son retour du mois mouvementé de Djibouti, où il nous avait parlé à l'époque comment lui et l'autre membre de la délégation de mission FIDH ont été traités à Djibouti. Il sera de nouveau avec nous aujourd'hui pour parler les cas du coordinateur du MRD en Europe, Mustafa Ahmed Ali, un autre, on va dire, belge, ou plutôt belgico-djiboutien, qui a été arrêté le 13 avril à l'aéroport de Djibouti et qu'on est toujours sans nouvelles. Nous avons également invité aujourd'hui Abdelrazak Guedi, juriste djiboutien, président de l'association ABDDH, Association pour la promotion des droits de l'homme à Djibouti. Bonsoir tous les deux. Bonsoir, Maître Alexis. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Abdelrazak Guedi. bonsoir Mahmoud, bonsoir maître. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Alors, pour commencer, Maître Alexis, depuis votre retour de Djibouti, on a l'impression que ça n'a pas vraiment changé. Il y a peut-être les personnes arrêtées qui ont changé, mais la procédure est toujours la même. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous devons constater qu'effectivement, il y a une grande nervosité au sein des autorités djiboutiennes, vu qu'il y a 15 jours, ils refoulent une chargée de programme de la FIDH qui vient faire une mission sur l'observation des droits humains à Djibouti, mission qui avait été annoncée, pour laquelle des visas avaient été accordés, pour lequel j'avais obtenu un visa aussi. Personnellement, je me fais arrêter à mon hôtel après 2 jours à Djibouti et je me fais expulser du pays sans ménagement, dans une grande cacophonie, une nervosité de la part des services de renseignement. Et maintenant, il y a le belgo-djiboutien Mustafa Ahmed Ali, qui est le responsable du MRD en Belgique, mais qui est le coordinateur du MRD en Europe, qui revenait à Djibouti voir sa famille et qui se fait arrêter à l'aéroport lors de son arrivée et dont on est depuis lors sans nouvelles. Alors, on ne comprend pas parce que le président de la République avait annoncé lors du retour du président du MRD en décembre qu'il s'en réjouissait, donnant l'impression qu'il s'ouvrait au jeu démocratique. On a vu que ce n'était pas vrai. Personnellement, j'ai pu observer comment Daher Ahmed Farah, surnommé DAF, était placé sous surveillance à Djibouti quand j'y étais pendant les 48 heures de mon séjour à Djibouti, ce qu'on m'avait déjà rapporté. Et on voit ici qu'un responsable du MRD qui revient à Djibouti se fait arrêter et dont presque 48 heures plus tard, nous sommes sans nouvelles. On s'étonne d'ailleurs qu'une détention se prolonge comme ça sans que personne ne soit informé de la raison de la détention. Et ça montre qu'il y a, si pas une panique à bord au sein du gouvernement djiboutien par rapport aux défenseurs des droits humains, par rapport aux mouvements d'opposition politique, il y a en tout cas une grande nervosité et une crainte qui amène ces autorités à faire n'importe quoi, à savoir priver de liberté, arrêter, expulser des personnes. Pardon. Est-ce qu'on peut dire du moment que il est le coordinateur du MRD en Europe, son arrestation est liée à ses activités politiques? Mais je ne vois pas d'autre explication. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, il n'a pas de problème connu avec les autorités judiciaires djiboutiennes. Et donc la seule explication possible, à défaut d'en recevoir une, c'est son activité politique. Alors, on sait que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a condamné la République de Djibouti en novembre 2020, condamné les autorités djiboutiennes à rétablir le MRD dans ses droits, annulé le décret présidentiel de dissolution qui avait été pris
sur base de faux documents en 2008 et permettre aux représentants du MRD de mener une activité politique normale. On pensait peut-être un peu naïvement que le gouvernement djiboutien avait compris, surtout qu'il y a eu des déclarations pour dire qu'ils allaient collaborer avec les instances des Nations Unies, qu'ils voulaient accepter une mission de la FIDH, ce qu'ils ont montré, ce qui était faux. Et finalement, on voit qu'il n'en est rien, qu'ils n'acceptent pas le jeu démocratique, qu'ils n'acceptent pas et ne tolèrent pas la présence d'un mouvement d'opposition historique, hein, qu'ils préfèrent des faux partis d'opposition à qui ils concèdent quelques sièges au Parlement, mais que les partis d'opposition, l'opposition historique, visiblement fait peur au pouvoir en place, au point que le coordinateur du MRD pour l'Europe se fait arrêter à sa descente d'avion et est toujours détenu. On peut en conclure que c'est bien l'activité politique de Mustafa Ahmed Ali qui est en cause et qui a entraîné son arrestation, ce qui en dit beaucoup plus sur le pouvoir djiboutien que sur Mustafa Ahmed Ali. Euh, Vous avez parlé tout à l'heure d'un interview que le président Ismaël Omar Guelleh a donné au journal Jeune Afrique, où il avait dit qu'il se réjouissait de la présence sur le territoire djiboutien du président du MRD, Daïr Ahmed Farah. Aujourd'hui, et il avait même souligné qu'il s'attendait qu'il organise des meetings, des manifestations pour, je cite, d'un côté, en fait, lui disait il voit des avantages. La première, pour mobiliser ses partisans, et deuxième, pour mesurer un peu la popularité, en tout cas surestimée pour lui, de Daïr Ahmed Farah à Djibouti. Si le président Ismaël Omar Guelleh avait invité Daïr Ahmed Farah d'agir sur le territoire djiboutien, c'est que son parti a été autorisé. Comment se fait-il aujourd'hui que le coordinateur du MRD soit arrêté sur la seule base qu'il s'agissait de coordinateur du MRD? Ça veut dire encore que le parti MRD n'a pas droit aux activités sur le territoire national. Alors, il y a visiblement une grande différence entre les paroles et les actes. On voit que le président de la République se contente de paroles comme pour rassurer la communauté internationale dans une interview à Jeune Afrique, mais que les actes posés au pays sont tout différents. Il n'a pas, contrairement à la demande expresse du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, retiré, annulé son décret de dissolution du MRD qui date de 2008. Pourtant, il doit le faire. C'est l'ONU qui lui impose. Et on voit que visiblement, la présence de Daïr Ahmed Farah depuis décembre pose problème aux autorités vu qu'il est sous surveillance permanente. Et qu'on a reproché à la mission de la FIDH d'avoir rencontré Daïr Ahmed Farah dans sa résidence en disant que du coup la mission manquait de neutralité, alors que la mission avait rencontré des défenseurs des droits humains, des syndicalistes, des opposants politiques, des diplomates, etc., lors des 2 jours que la mission a pu se tenir. Et donc, visiblement, les autorités djiboutiennes ont non seulement beaucoup de choses à cacher aux organisations internationales de défense des droits humains, mais en plus ne tolèrent pas une activité politique qu'ils voient comme une menace. Et quand je parle d'une activité politique qu'ils voient comme une menace, c'est celle du MRD, pas celle des partis qu'ils tolèrent et qu'ils tolèrent au sein même du Parlement, essayant de donner l'impression faussement de jouer le rôle et le jeu démocratique. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai problème avec le gouvernement djiboutien qui connaît une dérive autoritaire vers la société civile qu'on observait depuis longtemps, mais qui entre dans une phase de durcissement avec ce harcèlement, mais maintenant aussi ces arrestations qui se multiplient et qui empêchent finalement la société civile d'exercer sa mission de société civile. Très bien, Maître Alexis, je reviendrai vers vous. Abdelrazak Guedi, vous êtes le président de l'association, je disais tout à l'heure, pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme à Djibouti. Quelle est votre première impression déjà et votre premier commentaire sur
ce qu'a subi déjà la mission des FIDH à Djibouti? C'était quelque chose d'invraisemblable qui traduisait, c'est vrai, Maître Alexis a bien résumé, hein, la fébrilité du régime djiboutien qui ne tolère pas du tout à ce qu'on puisse mettre en lumière la situation des droits humains à Djibouti. Ça traduit aussi beaucoup d'amateurisme, en fait, hein, quand vous regardez l'agissement de différents services du régime qui se comportent comme plutôt une police, oui, une police, Politique. oui, un régime vraiment très policier, police et qui ne respecte pas du tout les droits humains et qui viole la constitution du pays, qui viole les conventions de droits humains, le droit international signé par la République de Djibouti. Nous regrettons beaucoup ce qui s'est passé. Et ça montre aussi à la communauté internationale, Maître Alexis l'a si bien dit, donc c'est un régime qui ment à la communauté internationale. Et donc nous savons aussi, nous savons depuis très longtemps que l'un des piliers du régime djiboutien, c'est aussi le mensonge qui est vraiment véhiculé à travers ces médias ou ces journaux Jeune Afrique. Donc l'arbitraire est de mise à Djibouti et c'est encore malheureux que la Fédération internationale des droits de l'homme n'ait pas pu aller jusqu'au bout de sa mission. Nous regrettons beaucoup, mais ça montre, nous savions en fait hein, qu'ils allaient agir de la sorte, et ça montre à la communauté internationale en fait l'image, le vrai visage du régime djiboutien. Hmm. Abdelazar, on a quand même l'impression que ces derniers temps, il y a un raidissement, il y a une certaine, comme disait Maître Alexis, fébrilité du régime djiboutien. Les arrestations se multiplient. Il y a même des personnes qui défendaient hier, des blogueurs qui défendaient le régime hier, il y a quelques temps, qui sont aujourd'hui derrière les barreaux parce qu'ils ont affiché une image ou en tout cas ils ont sorti une information qui ne plaisent pas le gouvernement. Qu'est-ce que vous constatez sur les terrains, vous? Nous constatons en fait la réalité du régime djiboutien, donc qui est de plus en plus mise à nu en fait, hein, dont tout ce qu'il cachait aujourd'hui s'observe à visage découvert. Nous savions depuis longtemps que le régime djiboutien, donc le deuxième pilier du régime, c'est la répression policière, la répression aussi en utilisant les instruments aussi de la justice. Et tous ces jeunes qui hier défendaient le régime pour X raisons, mais qui ignoraient la réalité donc du système, ont découvert chaque fois qu'ils essayaient de dire ne serait-ce que de décrire la situation qu'ils vivaient à Djibouti. Et donc, c'est en fait le régime qui s'est durci de plus en plus, qui se recroqueville en fait hein, sur les éléments le plus violents, le plus dur, prennent de plus en plus donc, du pouvoir et au détriment du droit, au détriment de règles de droits humains. Et c'est ça qui nous chagrine et qu'on observe aujourd'hui. Et malheureusement, nous avons encore plus peur que la situation se complique davantage parce que nous ne voyons pas du tout de gens sensés par rapport aux agissements que nous observons sur le terrain. Sur le cas du coordinateur du MRD en Europe, il Mm. est arrêté jeudi 13, 8 heures du matin. Et Oui. jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Quelle est la procédure à Djibouti pour en fait que le service secret peut garder, quelle est la procédure judiciaire à suivre à Djibouti? En fait, les Djiboutiens ou la communauté internationale doit savoir que cette direction, direction de la documentation, elle agit aujourd'hui Le avec les service secret, en Djiboutiens. fait. La direction de Oui, cette tout documentation, à c'est le fait. service secret djiboutien. Tout à fait. On peut résumer en disant le service secret, hein. Agir aujourd'hui à Djibouti ou agir avec les Djiboutiens comme si c'était des terroristes. Ils appliquent aujourd'hui de dispositifs juridiques qui sont usités partout dans le monde quand on a affaire à vraiment donc, des terroristes. Donc, on a des procédures qui sont prolongées. On a donc de mises en garde qui sont vraiment assez contraignantes.
Même avec les terroristes, donc, dans les États de droit, on observe quand même les règles de droit qui prévalent dans le pays. À Djibouti, donc, la pratique de la détention arbitraire, nous observons qu'elle continue d'être utilisée par ces services. Ces services donc, qui systématiquement violent donc, les garanties procédurales, donc sont systématiquement violées. Là, nous observons une détention au secret donc, de ce jeune défenseur de droits humains. Qu'est-ce que nous dit les textes djiboutiens, textes donc, du pays? Il est bien précisé qu'il y a, c'est le même texte qu'en France en fait, hein. On peut observer, ils ne peuvent pas garder quelqu'un au-delà des 48 heures. Donc, et même dans ce laps de temps, ils ont l'obligation donc d'autoriser à ce qu'on puisse, euh, à ce qu'ils puissent bénéficier d'un avocat, qu'ils puissent bénéficier d'un médecin s'il en a envie. Sa famille doit être aussi mise au courant. Il y a vraiment de l'arbitraire. Et ces services ou ces directions qui est dirigée, il faut le dire aussi à la communauté internationale, par un cousin du président djiboutien. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, à la tête de ces directions, malmène les Djiboutiens et vraiment, je n'ai même pas de mots, sincèrement, pour le décrire. Les mal qu'il fait donc aux Djiboutiens, euh, les violations constantes de la Constitution, des libertés donc individuelles des Djiboutiens. Donc, cette direction, elle est hors la loi, en fait, hein. Elle n'agit pas du tout en dehors de la loi. Et malheureusement, c'est depuis qu'elle a pu obtenir la possibilité aussi de se comporter comme, pas de se comporter, mais d'être aussi des officiers de police judiciaire. Depuis qu'ils ont obtenu ce droit, c'est fini. C'est la porte ouverte à toutes les violations procédurales du pays, à Djibouti. Maître Alexis, si je vous pose exactement la même question, quelle est la procédure lorsqu'on arrête quelqu'un? Quelle est la procédure à suivre dans des règles dans le pays, on va dire, démocratique? Parce que Djibouti prétend qu'elle est un pays démocratique. Voilà, elle essaye d'en avoir l'apparence par ses textes légaux, sa constitution, ses lois, mais on voit que dans la pratique, elle ne respecte pas ses propres législations. Ça veut dire que Djibouti n'est plus un État de droit. Un État de droit, c'est un État qui se soumet au droit, aux conventions internationales qu'il a reconnues, à sa propre constitution. C'est un pays qui estime que son gouvernement et son président n'est pas au-dessus de la loi. Et donc, Djibouti n'est plus, en ce sens, et n'est pas un État de droit parce qu'il ne respecte pas sa propre loi. Il y a des délais de garde à vue, 48 heures. On voit ici que pour Mustafa Ahmed Ali, le délai est dépassé. On est sans nouvelles de lui. On est inquiet. Et j'ai envie de dire que finalement, ça montre une fois de plus qu'à Djibouti, les masques sont en train de tomber. On l'a vu avec l'arrestation et l'expulsion de la mission de la FIDH. On le voit aujourd'hui avec le coordinateur du MRD en Europe qui se fait arrêter et qui est détenu au secret. Je pense que le président de la République euh, pense qu'il a une immunité au niveau international, dans la communauté internationale, grâce à la présence des bases militaires qui profitent aux grandes puissances mondiales, que ce soit la France, les États-Unis, le Japon et d'autres, et qu'il peut tout se permettre parce qu'on va tout lui laisser passer. Mais la communauté internationale doit se rendre compte que là, les masques sont en train de tomber et qu'on voit que euh, le gouvernement djiboutien, comme d'autres régimes autocratiques, utilise les lois sécuritaires, et Abdurrazak en a parlé, les législations antiterroristes, qu'ils détournent pour s'attaquer finalement aux défenseurs des droits humains ou pour s'attaquer à des opposants politiques. On détourne les législations d'exception créées souvent à juste titre pour poursuivre et combattre le terrorisme national et international, et on utilise ces législations-là pour s'attaquer à ces, entre guillemets, propres ennemis, à savoir, pour le gouvernement djiboutien, tout ce qui défend, toute personne qui défend les droits humains et tout opposant politique. Et ça, c'est quelque chose que nous dénonçons à la FIDH, c'est ce détournement des législations antiterroristes et sécuritaires pour s'attaquer à finalement des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, la liberté de se rassembler, de manifester, d'exercer une activité politique, de défendre les droits humains. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les masques
du gouvernement djiboutien et du président djiboutien tombe et que ce message doit être entendu. Cette réalité, elle doit être entendue par la communauté internationale. Pourtant, Djibouti ratifie toutes les conventions des droits de l'homme de l'ONU. Quelle est l'implication derrière, une fois ratifiées ces conventions? Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une grande différence entre les paroles et les actes. On peut ratifier tous les textes internationaux qu'on veut. Si sur le terrain, on s'assied dessus, on ne les respecte pas, cette ratification ne veut rien dire. On voit qu'une simple décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui oblige l'État de Djibouti et le gouvernement djiboutien à rétablir dans ses droits un parti politique d'opposition et permettre une activité politique normale, eh bien que cette décision, plus de 2 ans et demi après, n'est toujours pas mise en œuvre par le gouvernement djiboutien et par son attitude ici en arrêtant encore un responsable du même parti politique. L'État djiboutien montre qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les décisions des Nations Unies. Donc, voilà, c'est en ce sens-là qu'on dit que ce n'est pas un État de droit, c'est un régime autoritaire qui pratique la fuite en avant dans une grande nervosité, même avec une forme de désorganisation, comme j'ai pu le Tout à constater fait. lors de ma propre arrestation et mon expulsion, presque du football panique pour me faire prendre le premier avion possible. J'ai été à la fois frappé par le côté complètement absurde de la mise en œuvre d'une telle décision et le grand amateurisme des Tout à fait. services secrets qui sont Tout à venus fait. m'arrêter à l'hôtel, qui m'ont conduit à l'aéroport, qui ont confisqué mes affaires personnelles. Euh, ça m'a fait ça m'a vraiment interpellé en voyant d'abord la grande injustice de ce qu'ils étaient en train de faire, mais aussi la nervosité et l'amateurisme avec laquelle tout ça a été mis en œuvre, une part d'improvisation Oui, aussi. c'est ça. Et, et je pense que dans l'arrestation ici de Mustapha Ahmed Ali, le fait que 48 heures après, donc après le dépassement du délai de garde à vue, on n'ait toujours aucune nouvelle, c'est de nouveau des erreurs dues à l'amateurisme des services parce qu'ils connaissent les textes et ils tendent finalement le bâton pour se faire battre parce Tout à qu'ils fait. ne respectent pas leur propre législation et donc ils nous donnent finalement sur un plateau des arguments pour les critiquer, alors que s'ils avaient respecté leur propre législation, qu'ils avaient éventuellement signifié un motif d'inculpation, qu'ils avaient déféré Mustapha Ahmed Ali devant un juge, ils auraient pu donner l'apparence L'apparence. de fonctionnement démocratique de leurs institutions judiciaires. Et ici, ils nous montrent, et merci pour ça, ils nous montrent par l'absurde qu'ils font vraiment du n'importe quoi en ne respectant aucune règle, aucune procédure, et que c'est juste le bon vouloir du prince, à savoir le président de la République et de ses sbires au gouvernement djiboutien, qui est mis en œuvre n'importe comment par des services de renseignement qui ne prennent leurs ordres qu'à la présidence ou auprès des ministres concernés et qui font comme bon leur semble en se moquant finalement de toute position des responsables des Nations Unies, en se moquant finalement ouvertement de la communauté internationale qui constate et qui voit comment agit ce pouvoir avec des défenseurs des droits humains, avec des opposants politiques. Maître Alexis, si un État ne respecte pas les lois internationales, quelles sont les conséquences qu'il peut s'exposer? Alors, la pente est terriblement glissante. D'abord, il se met au banc des nations et il perd toute crédibilité au niveau international dans la communauté des nations parce que le message est clair. Djibouti ne respecte pas les instances onusiennes. Donc, ça veut dire que dans tout le jeu international de la communauté des nations, Djibouti perd toute crédibilité à chacune de ses prises de parole. Alors, peut-être qu'au niveau des intérêts de la communauté internationale, ils peuvent faire bonne figure avec les bases militaires qui sont à Djibouti, mais les responsables djiboutiens doivent d'abord savoir que des procédures peuvent être engagées, d'autres procédures peuvent être engagées devant des juridictions internationales, Tout à fait. devant des instances onusiennes, et que finalement l'ardoise va s'allonger et ça va commencer à faire beaucoup dans la balance. Alors, il y a aussi des échéances électorales qui attendent les responsables djiboutiens.
avec peut-être une opposition qui va s'organiser, qui va pouvoir se présenter. Et si les scrutins sont organisés correctement, dans une forme de transparence, pas comme la dernière élection législative du mois de février, on peut espérer que le sursaut dans les urnes aussi, que la sanction dans les urnes soit bien réelle. Et donc, le pouvoir djiboutien, et ça explique peut-être aujourd'hui sa nervosité avec un président vieillissant qui Mhm. termine, ou qui est en tout cas au milieu de son 5e mandat, euh, que la relève est inquiète pour son avenir et pour ses intérêts financiers et son pouvoir qui est chancelant, qui est finissant. Euh, mais voilà, c'est aussi le rôle de la société civile, du contre-pouvoir qu'il représente, de la presse libre et indépendante que vous incarnez à la voix de Djibouti, d'assumer son rôle pour essayer de remettre Djibouti sur les rails démocratiques, avec une alternance politique, avec un respect des droits humains, avec un respect des conventions internationales. Le chemin sera probablement très long, très difficile, avec des grosses difficultés et des obstacles face à un régime qui n'hésite pas, et on le voit avec Mustafa Ahmed Ali, à mettre en prison, à arrêter arbitrairement. Euh, mais on peut espérer que grâce aussi aux instances onusiennes, on arrive à infléchir cette route autocratique choisie par le gouvernement et forcer finalement le destin de Djibouti à retourner sur les rails démocratiques et du respect des droits humains. Parce que finalement, et moi en tant que vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, je suis toujours frappé quand je fais des missions pour la FIDH, c'est lors des contacts avec la population. La population, elle aspire toujours à pouvoir vivre dans un Mhm. respect de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales, donc les droits humains. Et c'est ça finalement l'objectif des organisations de défense des droits humains que nous incarnons avec Abderrazak, c'est Mhm. que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales puissent être assurées aux Djiboutiennes, aux Djiboutiens et aux citoyens du monde face à des gouvernements qui ne défendent que leurs intérêts personnels, leur enrichissement personnel, et qui veulent qu'une chose, c'est se maintenir en place et au pouvoir, coûte que coûte, en Mhm. bafouant toutes les conventions internationales, en bafouant leur propre constitution, leur propre législation euh, et les droits humains. Merci, maître Alexis. Abdelazar Guedi, Mhm. nous voyons que le régime djiboutien ne respecte pas, en tout cas n'a pas Mhm. peur des règles internationaux. Beaucoup d'analystes djiboutiens considèrent que le régime djiboutien n'a pas peur de la justice, mais Mais il a y a une plutôt nouveauté, peur, Mahamoudou. Oui, mais je a vous laisse plutôt continuer, mais il y a une peur, nouveauté. Oui. oui, mais a plutôt peur de l'arrêt des flux financiers, que ce soit Mhm. l'aide ou les investissements. Que faut-il faire pour que le régime djiboutien écoute la communauté internationale et écoute aussi sa population, à commencer déjà par sa population, et écoute également euh, la communauté internationale? Que Maître Alexis a décrit que même Oui. s'il ratifiait, bah, il ne respectait pas les décisions même de l'ONU. Je ne pense pas que le levier finance soit approprié réellement pour toucher les dignitaires djiboutiens parce qu'ils ont tellement amassé de l'argent par ailleurs, ils ont tellement euh, de moyens que c'est plutôt les Djiboutiens moyens ou c'est plutôt la population djiboutienne qui va souffrir de toute mesure financière. Je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui toucher les individus, ces individus qui manifestent une telle méconnaissance et qui commettent des violences telles à l'égard de la société donc djiboutienne, c'est plutôt ces personnes qu'on doit arriver vraiment à viser. La nouveauté aujourd'hui, le jeune qui est aujourd'hui détenu, c'est un Belge aussi. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas qu'il a la double nationalité, c'est quelqu'un aussi qui pourrait par la suite réellement euh, utiliser le droit aussi, le droit en tant que citoyen belge, qui pourrait poursuivre cet tortionnaire aujourd'hui
qui commettent ces infractions ou ces violences à son égard et qui méconnaissent ses droits. Je pense qu'on doit réussir, qu'on doit vraiment tout mettre en œuvre pour que nous puissions, certes, montrer à la communauté internationale la réalité et le vrai visage du régime djiboutien, mais nous devons aussi montrer et mettre du doigt sur le doigt et montrer vraiment le vrai visage des dirigeants djiboutiens, ces dirigeants qui viennent c'est soigner donc, dans le pays occidentaux, ces dirigeants qui ne lésinent pas du tout à venir se promener dans les démocraties occidentales, c'est ce même dirigeant qui commettent des atrocités dans leur pays. C'est cela que nous devons réussir, c'est cela que nous devons aussi faire comprendre à la communauté internationale, en leur indiquant aussi la responsabilité de la France, parce que la France, elle a une responsabilité morale qui est considérable, donc la Belgique également, mais la France, les États-Unis, les démocraties donc occidentales ont une responsabilité morale considérable donc vis-à-vis de ce qui se passe à Djibouti. Et ces démocraties doivent aussi prendre les responsabilités et à un moment donné être du côté de citoyens djiboutiens et rappeler à ces dignitaires aux droits et au respect des droits humains. Merci, Abdelazar. Nous arrivons au terme de notre interview aujourd'hui, de notre émission. Euh, on va dire les derniers mots. On va commencer par Maître Alexis. Maître Alexis, votre dernier mot sur ce qui se passe au niveau des droits de l'homme à Djibouti. Mais d'abord, très particulièrement, je demande avec insistance et fermeté la libération de Mustafa Ahmed Ali, la libération immédiate de Mustafa Ahmed Ali, le coordinateur du MRD pour l'Europe, arrêté arbitrairement à sa descente d'avion le 13 avril. Et de manière plus générale, je demande que le gouvernement djiboutien change radicalement de cap en respectant les conventions internationales qu'il a ratifiées, en respectant les droits humains, en respectant les libertés fondamentales. Quand j'entendais, quand j'étais à Djibouti, des militants des droits humains ou des opposants politiques dire qu'ils ne pouvaient même pas se rassembler à une réunion publique sous peine de se faire arrêter, eh bien, c'est absolument inadmissible. Quand j'entendais le harcèlement qu'ils subissaient, les arrestations, et que j'ai pu expérimenter moi-même, arrestation et expulsion, eh bien, c'est inadmissible de s'en prendre comme ça à des défenseurs des droits humains ou à des journalistes ou à des syndicalistes ou à des opposants politiques. Et donc, il faut que ça change. Il faut respecter ces conventions internationales, respecter les droits humains, respecter la liberté d'expression. Djibouti et le président djiboutien se réclament une démocratie. Eh bien, il faut savoir que sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Et il n'y a pas de liberté d'expression en Djibouti, donc il n'y a pas de démocratie. Et ça commence peut-être par mettre en œuvre les décisions et les condamnations des Nations Unies, notamment du Comité des droits de l'homme. Et donc, le gouvernement djiboutien a du pain sur la planche, a du travail qui l'attend pour ça, au lieu de continuer à harceler les opposants, à harceler, à arrêter les défenseurs des droits humains, qu'ils mettent en œuvre ces demandes, ces condamnations des Nations Unies et qu'ils respectent les droits fondamentaux. Merci, Maître Alexis. Dernier mot de Abdelazar Guedi. Euh, nous n'oublions pas également le jeune de la RD qui est détenu également par Djibouti. Je pense aussi beaucoup, nous pensons beaucoup à Fouad qui a été aussi arbitrairement donc arrêté et détenu à Djibouti. Nous pensons également beaucoup aux jeunes aussi qui a été extradé d'Addis Abeba. Toutes ces personnes-là, nous pensons fort à elles pour vraiment pour tout ce qu'elles subissent dans ces sinistres prisons des Gabodes. Euh, Nous disons aussi au gouvernement djiboutien, donc quand on parle du gouvernement djiboutien, c'est aussi tous les ministres qui sont impliqués et qui sont concernés par ce qui se passe dans ce pays. Vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous ne pouvez pas méconnaître la situation des droits humains à Djibouti. Votre responsabilité est plus qu'engagée parce que c'est notre pays qui est concerné, parce que c'est nos administrés, c'est nos populations, c'est nos Djiboutiens, c'est nos compatriotes qui sont concernés par ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays.
Voilà, donc nous pensons beaucoup aussi aux fonctionnaires, à tout le monde. Donc on ne peut pas réellement laisser la situation se dégrader autant. Notre responsabilité à tous est engagée et nous sommes tous concernés par les droits humains, par ces violations constantes et répétées des droits humains. Nous devons rappeler à tous ces dignitaires, à toutes ces personnes qui violent, qui vraiment les droits humains, qui enfreignent, qui transgressent, qui piétinent, qui bafouent dans ce mois de Ramadan. Vous imaginez, nous sommes dans un mois béni, nous sommes dans un mois où nous devons nous astreindre de beaucoup de choses, dans un mois où nous devons penser aux pauvres, dans un mois où nous devons penser aux autres. Dans ces mois bénis, réellement, j'appelle encore à votre sens humain, j'appelle encore à votre conscience pour réellement rappeler à ces personnes, à ces dignitaires, tout ce qui est de leur responsabilité. Voilà, nous pensons beaucoup à toutes ces personnes détenues illégalement aujourd'hui à Djibouti. Merci Abdelrazak Guedi, merci Maître Alexis. Merci à vous. Notre émission s'est Merci terminée à pour vous. ce point et encore merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt.